Mesdames, Messieurs, bonsoir. 8 années de gouvernance au compteur de la gestion des affaires publiques, estampillé Patrice Talon. Le sujet est soumis au regard de nos invités. Augustin Sodinou, analyste politique. Augustin Sodinou, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir, les téléspectateurs de la chaîne mère. Stanislas Samoa, journaliste, directeur de l'information et des programmes à PIS FM. Stanislas Samoa, bonsoir. Bonsoir, Lénaïque. Bonsoir à tous. Prosper Vondiankor, journaliste, rédacteur en chef adjoint de CAP FM. Prosper Vondiankor, bonsoir. Bonsoir à vous et bonsoir aux téléspectateurs de l'ORTV. À l'international, nous allons nous intéresser à une décision qui suscite beaucoup de polémiques sur la toile, la décision de Assimi Goïta de suspendre tous les partis politiques en exercice au Mali. Et puis, en fin d'émission, nous allons également nous intéresser à la réconciliation de 3 artistes chanteuses béninoises, Kémy, Pélagie la Vibreuse et puis Dossi. Mais avant tout ceci, nous allons planter le décor avec la revue de presse hebdomadaire de Marcela Rossi. À la une cette semaine, le dialogue mondial des jeunes abrité par Cotonou. Ce dialogue a été mis en place pour écouter les jeunes, comprendre les étapes et suivre les recommandations qui seront formulées. Le Fonds des Nations Unies pour la population travaillera avec les différents gouvernements pour renforcer le mécanisme d'appui aux jeunes, assure Nathalie Canem, directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour la population. J'invite les jeunes à garder espoir, à défendre de façon absolue la justice sociale, les droits humains, la solidarité, la paix et l'égalité dans le monde, a-t-elle souhaité. Des vaccins contre le paludisme, le Bénin lance sa première campagne. Une révolution dans la lutte contre le paludisme va démarrer et ce, à partir du 25 avril. Le Bénin lance à cette date la première campagne de vaccination contre la maladie sur toute l'étendue du territoire national. Plus de 200 000 doses de vaccins contre le paludisme seront administrées aux femmes, aux nouveau-nés et aux enfants, renseigne le journal. Et c'est depuis janvier 2024 que le Bénin a reçu officiellement les premières doses du vaccin contre le paludisme après le Cameroun, la Sierra Leone, le Burkina. Au Togo, l'opposition vent debout contre le report des élections. L'opposition peut-elle faire plier Faure Gnassingbé? Le président s'interroge le pays au Burkina Faso, rappelant que le pays est encore plongé dans une nouvelle crise politique. Le remaniement électoral ne fait pas que des heureux. Le report des législatives et des régionales contraint les partis à revoir leur programme de campagne, rapporte le site togolais. Cette campagne devrait commencer depuis jeudi et l'annonce de son report est une pure provocation, estime Jean-Pierre Fabre, le chef de l'Alliance nationale pour le changement, qui n'est pas le seul parti d'opposition à voir rouge. C'est surréaliste, inimaginable, renchérit Brigitte Adiamagbo Johnson, coordonnatrice de la dynamique pour la majorité du peuple, un regroupement de petites formations. Pour ces politiciens, poursuit Republic of Togo, la révision de la Constitution n'est pas une question prioritaire et c'est exactement l'inverse de ce que préconise le ministre de la fonction publique, Gilbert Bawara. Ce dernier assure que la réforme doit intervenir avant les élections et le ministre ajoute « Ce qui se passe ne nous étonne pas car ce sont des gens qui ne vont jamais changer. Beaucoup se sont installés dans les contradictions et les incohérences. » Gilbert Bawara va préciser sa pensée. Il est nécessaire, dit-il, d'établir les principes de fonctionnement de la nouvelle législature avant qu'elle ne soit mise en place. En un titre, le journal burkinabé Ouakatsira résume la situation au Togo. Nouvelle constitution d'abord, élection après. Faure Gnassingbé refroidit toutes les ardeurs, y compris celle de son propre camp politique. Pourtant, poursuit Ouakatsira, cette constitution apporte de l'innovation dans la gouvernance togolaise et devrait même être accueillie avec bonheur par ceux qui ont toujours dénoncé et combattu la dominance de la famille Gnassingbé sur la vie politique togolaise depuis au moins 57 ans. Problème, ajoute le journal, les politiciens ont la tête déjà plongée dans les régionales et surtout les législatives qui doivent permettre de renouveler l'hémicycle un peu trop monocolore, c'est-à-dire habillé du bleu-blanc, les couleurs de l'UNIR, le parti au pouvoir. Ouakatsira n'en approuve pas moins l'attitude du pouvoir, estimant que cette opposition au léger report des votes ne doit pas être une occasion pour ceux qui se nourrissent comme des vautours des manifestations sanglantes. Raison pour laquelle, estime le confrère burkinabé, il est plus qu'impératif de tourner le dos aux démons de la violence et de donner toute la place au débat dans le cadre plus indiqué de l'Assemblée nationale où le peuple a ses représentants. Mais autant
les populations doivent parler le langage de la non-violence, autant les gouvernants ont l'impérieux devoir de maintenir le cap de la cohésion nationale et de la paix sociale. Après des échanges avec Ouattara, Soro annonce son retour et tout semble fin prêt. Nous parlons de ce qui est vu comme le symbole du début d'une décrispation dans les relations entre les deux hommes ivoiriens. Guillaume Kigbafouri Soro affirme avoir téléphoné à l'occasion du double carême chrétien et musulman en mars au président Alassane Ouattara pour saluer le début de la décrispation politique en Côte d'Ivoire, marquée par les mesures d'élargissement prises en faveur de ses proches compagnons, rapporte VOA Afrique. Les échanges ont été marqués par la cordialité, assure l'ancien chef de la primature ivoirienne. Il dit maintenir sa volonté de servir la cause de la réconciliation et de la paix en Côte d'Ivoire et demeurer ouvert au dialogue. Selon l'entourage de Soro, il s'agit du premier échange direct entre les deux hommes depuis près de 5 ans. Alassane Ouattara et Guillaume Soro renouent dans le plus grand secret, commente Africa Intelligence. Entre Ouattara et Soro, 2 appels et bientôt le dégel, s'interroge Jeune Afrique. Suite aux récents efforts de décrispation politique, notamment la mesure de grâce accordée à ses proches et les échanges cordiaux avec le président Ouattara, l'ancien Premier ministre Guillaume Soro a pris la décision d'organiser le retour progressif des cadres de GPS en exil, lit-on dans le document. Guillaume Soro est en froid avec les autorités ivoiriennes depuis plusieurs années, condamné notamment à la perpétuité par la justice de son pays. Il vit hors de la Côte d'Ivoire, rappelle cette info. Si aujourd'hui ils en viennent à se parler, c'est que chacun a mis de l'eau dans son vin et c'est tant mieux. Et le ciel ne va pas tomber sur la Côte d'Ivoire si dans les prochains jours, Bogota venait à fouler le sol natal. Loin s'en faut, s'exclame le pays. Après avoir passé 5 ans entre Paris, Chypre, Genève, Dubaï, Istanbul, Bamako ou Ouagadougou, dans les conditions que l'on sait, Soro voudrait bien regagner son pays après son retour manqué en 2019. Au-delà de la nostalgie que l'homme politique pourrait ressentir, il n'est pas évident que Soro soit encore au mieux de sa forme, aussi bien sur le plan sanitaire que financier, redoute le confrère burkinabé. Dans tous les cas, tout ce qu'il faut souhaiter est que ce rapprochement soit sincère, car, on le sait, en politique, tous les coups sont permis. À la une au Sénégal, le premier conseil des ministres BDF, mais aussi les passations de charges. La rupture déjà en acte selon le témoin qui observe des passations de charges dans la sobriété. Le premier ministre Ousmane Sonko a pris ses fonctions lundi 8 avril 2024. De nombreux journaux pointent la rapidité de la passation de pouvoir. Sonko en mode fast-track, titre Walf sur son site. La presse égrène ensuite les options du nouveau gouvernement. 2 scénarios envisagés relèvent Sénégal, une négociation de réformes soutenue par une grande partie de l'Assemblée nationale ou alors une dissolution de celle-ci pour obtenir une majorité parlementaire plus confortable. Doit-on aller vers les législatives anticipées? Pour le journal Enquête, l'Assemblée nationale est un grand défi pour le nouveau régime. Le dilemme pastéfien résume dans sa une Walf. Une dissolution permettrait au président Bassirou Diomaye Faye de ne pas être à la merci de la majorité parlementaire, à savoir la coalition Benno Bokk Yakaar. C'était donc à l'instant l'actualité de la semaine, vue, traitée et relayée par les journaux. Place maintenant au débat en plateau, 7 jours au Bénin. Et je démarre avec vous, cher Augustin Sodinou. 8 années de profondes et sérieuses réformes, aucun secteur n'est épargné. Le Bénin révélé se construit au prix des sacrifices. Avec pour maître d'orchestre Patrice Talon, de la politique à l'économie, en passant par l'éducation et la santé, certaines réformes ont porté les fruits. Alors, quel bilan peut-on faire au plan politique notamment? Si vous allez au niveau politique, vous allez vous rendre compte de la réforme du système partisan, qui est une invite à la classe politique à se mettre ensemble pour avoir un parti politique d'envergure nationale
en lieu et place des clubs électoraux qu'on avait, où chacun, disons, chaque vent avait un parti politique pour aller à la compétition électorale. Alors, cet environnement qu'on avait créé au lendemain de la conférence nationale des forces vives de 1990, qui voulait un multipartisme intégral, et que nous l'avons saisi à notre avantage pour servir autre chose que la nation, pour servir des intérêts particuliers, et que ça a permis un environnement un peu de désordre et de marchandage politique. À l'avènement du chef de l'État, la réforme du système partisan a été une effectivité, a été mise en œuvre, et ça a donné naissance à de grands partis aujourd'hui, par exemple l'Union progressiste, le Renouveau. Et donc, ces ensembles sont aujourd'hui à même de mieux animer la vie politique, de participer aux débats nationaux, de contribuer au développement de toutes les localités de notre pays. Et dans la bonne continuité de tout ça, nous avons vu le dernier code électoral qui a été voté, qui permet de renforcer encore cet esprit du système partisan pour permettre à ce que les partis politiques qui désormais peuvent désigner les présidents de république dans notre pays, ce qui ne se faisait pas avant, donc peuvent s'intéresser à toutes les localités, car les résultats pour lever des sièges leur demandent d'être présents dans toutes les localités, dans toutes les circonscriptions de notre pays. Alors, Stanislas Amoa, la réforme du système partisan a été un acte majeur de la gouvernance Talon. C'est une réforme qui a sérieusement éprouvé l'arène politique, mais le charme de cette réforme, comme le soulignait Augustin Soudjinou, c'est qu'elle a sonné le glas des clubs électoraux, les regroupements claniques ou les groupes d'amis. Oui, bon, je ne dirais pas que chaque vent avait son parti politique, c'est peut-être pour imager. C'est vrai qu'il y avait assez de regroupements politiques, de partis politiques dans notre pays, mais je dois dire que la réforme du système partisan a encore du chemin. Il serait peut-être trop tôt de crier victoire ou de dire que tout est beau dans le meilleur des mondes. Ce n'est forcément pas le cas. J'estime en tant qu'analyste qu'il y a encore du chemin. Il y a des bases qui ont été jetées. Et ça, c'est à l'actif justement du chef de l'État qui a voulu imprimer cette marque-là pour un temps soit peu assainir le paysage sociopolitique de notre pays qui était quand même truffé d'assez de partis et de formations politiques. Sauf que les objectifs initiés au départ n'ont pas été atteints dans leur globalité. J'estime aujourd'hui que la question de la transhumance, le fait que je puisse quitter librement un parti A pour un parti B pour des intérêts personnels et inavoués, ça n'a pas été fondamentalement réglé parce que ça se remarque. Le code électoral, la révision qui a intervenu récemment est revenue sur la question. Oui, c'est ce que je dis justement. Vous avez vu qu'il a fallu justement la réforme ou la relecture du code électoral pour vouloir actionner ce levier-là. Ça veut dire qu'au niveau de la réforme du système partisan, il y avait des choses qui n'allaient pas. Et tant que ce sont des humains qui sont à la base, tant qu'il y a des hommes et des femmes, voilà, rien n'est parfait dans ce monde des humains. Et donc, la réforme, oui, le mérite, c'est qu'il y a eu assez d'objectifs clairement définis, assainir le paysage. Aujourd'hui, j'estime qu'on n'a pas encore de grands partis. Ça reste mon avis, parce que j'ai suivi M. Soudi nous dit qu'il y a de grands partis politiques. Non, c'est trop tôt d'affirmer cela. Les grandes démocraties qui ont de grands partis politiques et de grandes formations politiques, voilà, ont écumé des centaines d'années en arrière et continuent de faire leur petit bonhomme de chemin. Donc, nous sommes en train de faire notre chemin, mais qu'on soit Union progressiste, le Renouveau, qu'on soit Bloc républicain, qu'on soit démocrate, qu'on soit tout ce que vous voulez, j'estime en tant qu'observateur que ça n'est pas encore de grands partis politiques. Ce sont des partis en chantier qui, à l'aune des échéances électorales, feront leurs preuves et gagneront sur l'échiquier national. Prosper encore, partagez-vous cette perception de Stanislas Amoa? Non, pas forcément, parce qu'on a fait du chemin et il faut le reconnaître. Donc, je suis en partie d'accord parce qu'on n'est pas encore arrivé, mais nous n'allons pas balayer du revers de la main tout ce qui est fait. On a passé 8 années
réformes courageuses. Moi, je veux le reconnaître. Parce que ce qui s'est passé en 8 ans, surtout dans le domaine politique, je pense que c'est un record. On n'a pas vu ça depuis 1991. C'est vrai, la Constitution demande que les Béninois peuvent se mettre ensemble pour former un parti ou tout ce qu'on veut. Depuis, on parle de multipartisme qui n'a jamais été encadré, où tout se passe à la volonté de chacun. Et finalement, ce n'est pas la volonté de la nation qui passe, ce n'est pas l'intérêt national qui passe. C'est là où l'individu va se retrouver pour que ça lui porte. Mais il y a eu quand même un gouvernement courageux qui a tapé du poing sur la table pour commencer quelque chose. C'est très important. Parce que si vous voulez faire un voyage de 1000 km, le premier plus important à faire, c'est le premier pas. Je pense que le Bénin s'est engagé désormais sur un chemin comme ces grandes nations que nous citons aujourd'hui, démocratiques, qui ont réussi ce que nous sommes en train de voir. Quand Stanislas parlait des années en arrière de combat, oui, mais ils ont commencé un jour et ils ont fait des sacrifices, ils ont peiné, ils ont traversé des difficultés, ils ont traversé des résistances pour arriver à là où ils sont aujourd'hui. Nous sommes en train d'embaucher cette trompette, nous sommes en train de prendre ce chemin qui pourrait nous amener là si on réussit à maintenir le cap, à durcir le ton pour que la pagaille ne vacille pas, c'est-à-dire ça part aujourd'hui, demain ça revient, ça repart après, ça revient. Si on arrive à calmer cette tempête, si on arrive à maintenir le cap, je pense qu'on va y arriver. Le plus important était de commencer pour moi. Et donc, ce que le gouvernement Talon a fait, en 8 ans, c'est un pas pour démarrer quand même un assainissement de l'environnement. Et je trouve ça important. On serait là à dire c'est impossible, on ne peut pas le faire, on est un petit pays, on n'a pas l'envergure de ces grandes nations, qu'on n'y arriverait jamais. Donc le plus important pour moi, et ce que je salue dans les 8 années de gestion déjà, c'est cet engagement à vouloir bien faire les choses, à vouloir faire comme les grandes démocraties, à s'engager sur la voie de ces réformes-là. C'est déjà important. Mais je veux bien croire qu'on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Et je reste avec vous pour égrener d'autres points de la gouvernance Talon. On va s'intéresser un peu à l'un des chantiers majeurs sur lequel ce gouvernement s'est beaucoup activé. Je veux nommer la lutte contre la corruption. Oui, je pense que 8 années d'exercice, prendre 1 heure pour faire ce bilan, ça va être compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses que moi je retiens positivement, que je mets à l'actif de ce gouvernement. Il y a eu des réformes courageuses, comme on le dit tout à l'heure, où il faut être vraiment engagé au service de la nation pour embrayer sur ces chemins. Il faut être un président qui voit loin, c'est-à-dire qui prépare l'avenir, comme le président Patrice Talon s'est plaît à le dire plusieurs fois. Il dit ce que nous faisons, c'est pour nos enfants, c'est pour la postérité, c'est pour l'avenir. Je pense qu'il faut être aussi courageux pour engager ces réformes-là. Quand on dit aujourd'hui qu'on va arrêter la transhumance politique en République du Bénin, j'imagine combien ça va faire mal à des acteurs politiques qui n'ont jamais eu l'ambition de résister, de passer par des tempêtes pour arriver quelque part. Mais on est en train d'arriver, c'est important. Donc, 8 ans de réforme, 8 ans de beaucoup d'engagement. C'est vrai qu'il reste à faire. Et comme on le dit, tant qu'il reste à faire, on peut mieux faire. Il reste la lutte contre la corruption, la lutte contre la corruption est un combat qui ne va jamais s'achever. C'est un combat de tous les jours et de toute la vie. Parce qu'à chaque fois que ce combat est engagé, à chaque fois qu'on piétine les intérêts, il y a de la résistance dans le combat. Je pense que c'est un combat de tous les jours, mais ils ont beaucoup fait. Le président Talon a beaucoup fait, surtout à l'avènement de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Donc, il y a eu un changement de mentalité aujourd'hui au Bénin où ce n'est plus facile de couper les biens publics comme cela se passait par le passé. Donc c'est un combat que moi je salue, mais ce n'est pas un combat d'un gouvernement, de 2 gouvernements ou de 3 gouvernements, c'est un combat de toute la vie. Et moi je pense que ce gouvernement, depuis 8 ans, a commencé quelque chose. On a été félicité par des institutions internationales qui ont dit oui, le Bénin a fait des efforts, on a eu des bons hauts classements, ce qui est intéressant. Mais on ne va pas applaudir des pieds et des mains le gouvernement Talon parce que ce n'est pas un combat de Talon, ce n'est pas un combat de son gouvernement, c'est un combat du Bénin, c'est un combat à vie, c'est un combat qu'on va mener tout le temps parce que ça ne s'arrête jamais. Stanislas Samoa, restauration de l'autorité de l'État, lutte contre le détournement des deniers publics, la criette ne chôme pas. Oui, elle ne chôme pas. Avant de répondre à votre question, je voudrais préciser ma pensée parce que semble-t-il que j'ai été peut-être pas bien compris dans mon premier propos.
Je n'ai jamais dit que le président Patrice Talon n'a rien fait, que rien n'a été amorcé. Je dis simplement que quand j'écoute M. Sodinou qui dit qu'aujourd'hui on a de grands partis politiques, j'estime qu'on n'en est pas encore là. Parce que pour avoir de grands partis politiques dans un pays, il faut sur des décennies faire des preuves, franchir le cap d'échéances électorales majeures pour jauger de la capacité de ces formations politiques. Donc on est qu'au tout début, on ne peut pas dire, on ne peut pas se taguer aujourd'hui d'avoir de grands partis politiques et dormir sur nos lauriers. On a fait quand même un pas. Il faut le oui, je n'ai pas dit nous allons avancer dans le débat. Nous avons plusieurs points. Mais permettez quand même que je relève que tout n'est pas rose. Et sur le fait, il faut être un aveugle pour estimer que tout est rose dans le meilleur des mondes. Et donc, je voudrais juste repréciser ça. Oui. Patrice Talon a amorcé des réformes assez courageuses, ça, tout le monde le sait. Et ne pas le reconnaître, c'est quand même un péché. Donc, je suis d'accord par rapport à ça. Quand vous parlez de la lutte contre la corruption, oui, là encore, je pense qu'il a été courageux là où ses prédécesseurs ont manqué de courage. Moi, j'estime que Patrice Talon a posé des actes très forts. Quand vous tapez même dans votre sérail, c'est que, voilà, vous ne craignez rien. On a vu par le passé des gouvernances au cours desquelles il y a eu des malversations, il y a eu des choses qui ont été décriées, mais personne n'avait été inquiété du fait de ci ou de ça. Mais Patrice Talon n'a peur de personne. Même dans son entourage immédiat, il tape, et il tape très très dur. Donc, quand nous voyons des gens dans son entourage, des DG de société, des personnalités ci ou ça, qui voilà, comparaissent devant la criette, eh bien, on comprend aisément que Patrice Talon n'a pas d'état d'âme dans cette lutte-là. Et donc, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition, quand des faits du genre vous sont reprochés, eh bien, la criette fait son travail ou les institutions compétentes font leur travail. Donc là-dessus, je pense que Patrice Talon a le mérite d'avoir eu ce courage-là qu'ont manqué ses prédécesseurs. Ça, il faut l'avouer. Mais reste que le chantier est ouvert parce que la criette est là. Comme se plaisent à dire certaines personnes, ça distribue les 20 ans, les 10 ans. Mais remarquez avec moi que le mal, il est là, il est lancinant, il est têtu. Donc, il n'y a pas ce jour-là qu'on n'apprend pas de détournement ou de malversation, bien que la criette soit là en train de distribuer les 20 ans aux gens. Ça veut dire que c'est un combat profond et c'est un combat de longue haleine. Voilà, ce n'est pas aujourd'hui que ça va finir, mais il a quand même le mérite d'avoir amorcé quelque chose, vivement que dans la suite, ceux qui viendront puissent lui emboîter les pas. Augustin Sodinou. Vous savez, la corruption a la peau dure. Et heureusement, il y a garçon en face. Parce que lorsque vous héritez d'un pays après une période de 2006-2016 et que vous devenez président de la République à partir de 2016, vous avez vraiment du pain sur la planche et il vous faut vraiment du courage et vous levez très tôt pour pouvoir oser aller contre la corruption dans un tel environnement. Nous saluons le courage du président de la République parce que c'est des risques énormes. Mais il n'a pas eu peur, il a fait. Nous le remercions pour cela. La corruption a la peau dure, comme je le dis, mais je suis content quand j'entends dans la population, que tu sois de la mouvance ou de l'opposition, vous allez entendre les gens dire, excusez-moi de parler mon dialecte, font nos talons wenoudiens. Quand tu vas demander quelque chose qui va un peu à l'antipode ou bien au travers des tests, celui à qui tu demandes le service va te dire nos talons wenoudiens, nos khobawea. Donc, le respect du bien public, la crainte du gendarme, l'envie de ne pas se faire taper dessus. Vraiment, ces éléments ont fait que la corruption continue de sévir, n'est-ce pas? Mais ce n'est plus comme ce qu'on avait l'habitude de voir dans notre pays. La criette est un instrument juridique qui frappe fort dès que les autorités judiciaires arrivent à établir la culpabilité du fautif. Mais je voudrais quand même insister sur le fait que lorsque vous allez dans une désignation et que vous qualifiez un groupe de grand, c'est forcément par rapport à d'autres groupes qui existent, qui sont
peut-être plus petit. Augustin, nous allons évoluer dans les débats. Et quand je vois que le parti L'Union progressiste, le Renouveau, est présent dans les 6000 quartiers et villages du Bénin, avec le nombre de militants dans tous ces 6000 quartiers et villages, je ne peux que qualifier ce parti politique d'un grand parti politique qui a eu la chance d'avoir toutes les échéances que M. Stanislas est en train d'évoquer. En fait, ce parti a participé à des échéances de 2019, de 2020, ça veut dire législatives, communales et présidentielles, et a été toujours gagnant. La route, elle est longue. Prosper, avant de dire encore, opérationnalisation des 12 départements, concrétisation du projet asphaltage, résilience de l'économie, encadrement du droit de grève dans le secteur de l'éducation, promotion des e-services, meilleure gestion des affaires foncières. Quelle analyse faites-vous de façon globale de la gouvernance Talon ces 8 dernières années? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'une heure ne va pas suffire pour faire cet exercice. C'est un bilan assez élogieux, il faut avoir le courage de le dire. On ne gère pas un pays comme on peut gérer sa famille de 5 enfants, de 10 enfants, parce qu'un pays, c'est une autre dimension. Donc, tout ce que vous venez de citer, asphaltage, encadrement du droit de grève, les réformes dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'éducation, les réformes au niveau de l'économie du Bénin, tout ça, j'imagine combien on a fait et des malheureux et peut-être des victimes, j'imagine combien. Et là, si vous avez le cœur de ce père aussi doux que l'agneau, vous n'allez pas parvenir. Donc, si vous voulez gérer un pays, vous devez avoir le cœur de papa, mais à côté, le cœur de l'avenir. Vous devez préparer l'avenir d'une nation. Ce n'est pas une famille où, quand vous réussissez à élever 5 enfants, c'est fini. Les enfants peuvent voler à leurs ailes et puis la vie continue. Donc, il faut être engagé. Il faut avoir le cœur aussi dur qu'un caillou pour faire des victimes, afin de baliser le chemin pour la réussite de ces projets qui ne sont pas des projets du président, mais des projets du Bénin, des projets qui vont permettre au pays demain d'avoir un autre visage. Quand le projet asphaltage était engagé, même bien avant, quand on voulait libérer les artères, le président Talon, quand il était venu au pouvoir, je pense que les premières actions, c'était le déguerpissement, la libération des espaces publics occupés illégalement. Et j'imagine combien ça avait crié. Et donc, les œufs qui étaient tout le temps, depuis 1991, caressés, chouchoutés, lui, il est venu et il veut les casser parce qu'il veut faire des omelettes. Il sait qu'on va manger des omelettes et on sera content d'en manger. Donc, les œufs caressés, encadrés doucement, des intouchables tout le temps. Il est venu et il est allé sur ce chantier, il a cassé. Ça n'a pas été du goût des Béninois. Aujourd'hui, on en parle encore. On a encore les séquelles parce que la vie n'est pas encore rose. On parle de la cherté de la vie, on a encore faim, on en parle. Les réformes n'ont pas encore embrasé tous les secteurs, notamment la presse qui n'est pas encore impactée, entre parenthèses, par les réformes du président de la République. Mais il a eu le courage d'affronter la réalité en face, la réalité d'un pays en voie de développement, d'un pays au lendemain meilleur. Et je pense que si on doit analyser ce que le président a fait en 8 ans, c'est ce courage, l'engagement, la volonté de ne pas privilégier les intérêts des individus, de ne pas privilégier les intérêts des citoyens, mais de privilégier l'intérêt du Bénin. Il y a eu des réformes, il y a eu du courage dans ce qu'il a fait jusque-là. Courage, engagement, et je pense qu'il faut ça pour gérer un pays. Stanislas Amoah, le régime de la rupture, 8 ans après, bilan global? Non, globalement, les lignes ont bougé. Moi, je pense que les lignes ont fondamentalement bougé sur le plan du courage, sur le plan de l'engagement, parce que Patrice Talon a affiché un engagement sans faille dans sa gestion et dans sa gouvernance. Donc, c'est à mettre à son actif, il faut le reconnaître. Donc, les lignes ont véritablement bougé. Et ça a inculqué dans le subconscient du Béninois aujourd'hui, avant de poser un acte, de réfléchir par 1000 fois à quelles conséquences on serait astreint en posant un tel acte. Donc, j'estime que les lignes ont fondamentalement bougé. Et sur le plan de la gouvernance, je pense quand même qu'il y a eu un rythme d'accélération qui a été imprimé aussi. Parce que Patrice Talon, c'est quelqu'un qui veut aller très très vite et bien. Donc, il n'est pas forcément satisfait du travail qui est fait, même si c'est quand même quelque chose d'assez impactant. Donc, il y a le rythme qui est très accéléré, les lignes qui bougent et cette marque qu'il a su imprimer. Et moi, quand je fais un bilan, j'estime toujours que
l'État étant une continuité, il faudrait que ceux qui viendront après puissent rester dans le même rythme, parce qu'il ne servira à rien d'avoir fait peut-être 2 pas en avant et d'en faire 10 en arrière après. Donc, ça ne va pas servir à la République tout simplement. Donc, il faudrait que dans cette logique de continuité, que les choses soient faites de telle en sorte que dans la suite, il y a toujours ce rythme-là, cette marque-là et cette volonté d'aller jusqu'au bout des réformes, malgré les grincements de dents, malgré voilà, les ci ou ça. Il faut avoir le courage d'aller au bout des réformes, c'est très important. Augustin Sodinou. Vous savez, j'ai noté un personnage qui, même au prix de sa popularité, même en acceptant d'être impopulaire, a courageusement bougé les lignes, comme Stanislas l'a dit. Il m'est même arrivé un moment de me demander si ce n'est pas le président Patrice Talon qui a inventé le mot asphaltage. Parce que ce qui sortait paraissait extraordinaire. Je prends la voie du carrefour Libercom vers carrefour les 3 banques. Je me rends compte qu'on fait une voie de double voie. Je dis, mais il y avait autant d'espace là? On ne pouvait pas imaginer. Et lorsque je me promène à Kadjaoun, à Dan, Kpakpa, à Porto Novo, à Boycon, Parakou, je me rends compte que l'assainissement est du quotidien. On est en train de moderniser, de réaliser des infrastructures, d'embellir. On peut être pauvre, mais il faut être propre. Il faut donner l'envie à des gens de venir vers nous, de créer de l'économie par là, en faisant du tourisme, de créer d'autres entrées de fonds dans notre pays. Il fallait un génie, comme le président Patrice Talon pour le faire. On ne peut que le remercier au temps d'un bilan partiel que nous sommes en train de faire, car je vous assure que beaucoup de choses restent à faire. Le président Patrice Talon n'a pas hésité pour vraiment aller sur ces chantiers-là de façon courageuse, même si aujourd'hui, dans l'opinion publique, on pense que c'est un président qui est très, très dur et qui ne fléchit pas. Mais il fallait cette façon de faire pour que nous puissions avancer et avoir le résultat que nous sommes en train d'avoir aujourd'hui. Et comme Stanislas l'a dit, tout Béninois aujourd'hui devait se préoccuper du fait comment nous allons faire pour que la dynamique continue, même au-delà de 2026. Que la rigueur avec laquelle on est en train de gérer notre pays aujourd'hui continue, se renforce. Et que tout ce qui n'est pas parfait aujourd'hui, que tout ce qui a amélioré aujourd'hui puisse être pris en compte au-delà de 2026, à ce que, à l'aune de quelques dizaines d'années, que nous puissions vraiment nous révéler à nous-mêmes et révéler le Bénin au monde entier. Un dernier tour de table pour finir avec le sujet. Pendant ces 8 ans, le chef de l'État s'est débarrassé aussi de certains de ses collaborateurs les plus proches. Le ministre Oswald Omeki, le ministre Séverin Quenom, le ministre Jean-Claude Oussou, le ministre Aurélien Agudonsi et très très récemment, le patron du BAI, son cousin, Johannes Dayon, Stanislas Samoa. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, ce qui n'a pas marché, c'est au chef de l'État de vous le dire clairement. Mais bon, nous, si on doit observer, j'observe déjà personnellement que les militants de première heure, les fidèles des fidèles, sont en train de quitter le navire. Pour quelles raisons? Seul Dieu et seul le chef de l'État peut répondre à ça. Mais c'est un fait, c'est un constat que quand on cite Oswald Omeki, quand on cite Séverin Quenom, quand on cite Johannes Dayon, ce sont là quand même des figures, des personnalités qui ne sont pas rien dans le sérail politique du président Patrice Talon. Donc, on n'arrive pas à se séparer de ces personnes-là du jour au lendemain. Ça n'est pas vrai, ça n'est pas possible, ça n'est même pas envisageable. On ne se sépare pas de ces personnes-là sur un coup de tête. Donc, certainement que quelque chose n'a pas marché, mais qu'est-ce qui n'a pas marché, je ne sais pas. J'estime aussi que la fin d'une ère politique ou la fin d'un régime rime aussi souvent. Et ça n'est pas que l'apanage politique du Bénin seul. Hein. Ailleurs, on voit que vers la fin d'un régime politique, vers la fin d'un mandat, il y a justement de ces divergences qui s'expriment. Il y a des personnes qui, étant dans le lot, n'osaient pas se faire entendre, mais qui, vers la fin, veulent se faire entendre, veulent afficher leur position, veulent dire clairement, voici ce que moi je pense, je ne suis pas d'accord avec tel ou tel. Donc,
c'est aussi des réalités avec lesquelles il faudra faire parce que nous sommes sur l'échiquier politique. On sait qu'après le départ de Séverin Quenome, il n'y a pas eu d'explication claire à propos, mais après celui de Oswald Omeki, il y a eu une explication qui voudrait qu'il n'était pas trop en phase avec l'idée véhiculée par la réforme du système partisan, qui voudrait que vous êtes dans un régime, travaillez, et puis après on verra. Il ne sert à rien de vouloir afficher une position à un moment donné. Donc c'est ça. Vous faites la même lecture du limogeage de Johannes Dayon, dont la candidature est suscitée? Oui, on sait que sa candidature est suscitée, mais pour l'heure, officiellement, on n'a pas d'explication par rapport à son départ. Et moi, je voudrais aussi qu'on fasse attention au mot MOT, c'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit d'un limogeage? Est-ce qu'il s'agit d'une démission? Est-ce qu'il s'agit d'un départ volontaire? On ne le sait pas. Parce que justement, on sait qu'il y a eu séparation, il a quitté, mais est-ce qu'il est parti de son plein gré? Est-ce que c'est le chef qui l'a limogé? On ne le sait pas encore. Donc, par rapport à ces mots, on s'est emballé dans une confusion quand Oswald Omeki est parti, quand Séverin Quenome est parti. Et je pense que c'est dans cette même confusion qu'on est aujourd'hui. Donc, il faudrait qu'on nous dise de façon claire s'il a été limogé, si oui, quelles en sont les raisons. S'il est parti, si c'est une démission, il faudra qu'on nous le dise. De toutes les façons, il a été remplacé par Pascal Irénée. Exactement. Oui. Prosper, vont dire encore? En fait, la politique a ses raisons que la raison ignore. Vous savez, Stanislas le disait, quand on approche la fin d'un régime, ça grouille. C'est comme si vous mettez de l'eau chaude sur les crabes dans un panier. Ça bouge dans tous les sens. Tout le monde veut avoir sa place au soleil. Tout le monde veut rejoindre le bon côté. Parce que, la politique au Bénin, c'est quand même, c'est pas le terrain de tout le monde. C'est pour un cercle, en tout cas, où on sait comment ça se passe en quelque sorte. C'est un groupe d'amis, on dit les amis de départ, ceux qui ont fait le combat avec et tout. Donc, quand on approche la fin, selon la constitution du Bénin, Patrice Talon ne revient pas pour un troisième mandat. Et donc, il faut certainement un nouveau visage, une nouvelle équipe à la tête du pays. Et donc, tout le monde veut rester dans cette équipe. Alors, il faut commencer par rechercher sa place. Moi, je justifie les sorties, les limogeages ou, si vous voulez, les démissions par la fin d'un mandat, la fin d'un régime et donc le repositionnement pour revoir encore, pour se retrouver encore dans l'équipe gagnante plus tard. C'est ce que je dis. Et quand vous prenez le cas que vous donniez tout à l'heure, le cas du ministre Oswald Omeki, logiquement, on ne peut pas vouloir faire un système, on ne peut pas vouloir une réforme politique en passant par le système partisan et entendre ça. En tant que chef, c'est comme si vous chassez le naturel et que le galop vous attend derrière. Donc, on dit on veut faire le système partisan, on veut des partis solides, on veut des décisions venant des partis et que quelqu'un se lève pour dire, moi j'estime que c'est le cheval gagnant, alors que vous êtes dans l'équipe, vous êtes dans le gouvernement de quelqu'un qui se bat pour un système partisan. Donc, logiquement, c'était une faute qui lui avait coûté peut-être son départ du gouvernement. Les autres, on n'a pas des informations. Oui, la raison pour moi, c'est que nous approchons la fin et tout le monde doit pouvoir se déplacer, déplacer les pions pour se retrouver encore du bon côté. Pourquoi pas? Augustin Sodino, on ne change pas l'équipe qui gagne. Ce sont des départs qui ont surpris plus d'un après cette accession du chef de l'État. Vous savez, c'est nous-mêmes qui disons le chef de l'État est entouré des mêmes collaborateurs depuis 8 ans. C'est encore nous qui faisons les débats pour dire pourquoi tel est parti, pourquoi il est sorti, mais pourquoi on l'a limogé. Tous, autant que nous sommes sur ce plateau-là, nous pouvons être nommés par le chef de l'État. C'est des prérogatives constitutionnelles pour le chef de l'État qui nomme qui il veut, mais qui le relève. Cela relève de son pouvoir discrétionnaire. Pouvoir discrétionnaire. Donc, ce qui se passe est totalement ordinaire. Ordinaire. Alors, je voudrais, puisqu'on a fait beaucoup de débats, les précédents sorties, je voudrais bien m'attarder un peu sur ce qui est sur tapis là tout de suite, du cousin le cas Johannes Dayon. Je tire de ce cas que personne, qui qu'il soit, dans l'équipe du chef de l'État, ne peut plus se dire « je suis à l'abri d'une sortie ou de quoi que ce soit ». Avec la sortie du conseiller spécial, on a dit, depuis 8 ans, qui part, c'est que plus personne ne peut douter du fait qu'à tout moment, il peut partir.
Donc, il vaut mieux faire les choses correctement, car on ne sait pas ce qui va se passer dans une seconde. Mieux, de tout ce que nous disons, nous ne savons pas, nous ne connaissons pas le fond. Peut-être que les heures qui viennent, le gouvernement va se prononcer pour nous dire les tenants et les aboutissants de cette sortie. C'est pourquoi moi je préfère ne pas utiliser les mots limogé, ou ceci ou démission, ou ceci ou cela. Mais c'est un fait ordinaire. Et nous ne savons même pas si le départ du cousin du chef de l'État de son conseil spécial est pour un genre d'affectation pour d'autres missions républicaines. Nous n'en savons rien, c'est un fait naturel, c'est des choses ordinaires. Et on a toujours dit, le chef de l'État a les mêmes collaborateurs, on veut qu'on change. Donc, pour qu'on puisse changer, il faut que d'autres partent, pour que d'autres viennent. Si vous permettez Merci. Très rapidement pour finir avec le sujet. J'estime que le contexte, M. Sodino, le contexte nous impose de voir que ce n'est pas un départ ordinaire. Ayons quand même cette honnêteté en vie vis-à-vis des téléspectateurs qui nous suivent. Le contexte, ça n'est pas un départ ordinaire, même si on n'en connaît pas les raisons. C'est honnête que de le dire. Alors, si le chef de l'État doit remanier son équipe, c'est tout à fait normal. Mais il y a des charpentes sur lesquelles on l'attend. Par exemple, il prête serment pour un second mandat. On s'attend à ce qu'il remanie son équipe. Il peut faire un remaniement. Après un an d'exercice, il peut le faire, il peut retoucher. Mais des départs de cette façon, dans ces contextes-là que nous avons, ne peuvent pas nous amener à dire que ce sont des départs ordinaires. Nous aurons l'occasion de faire... Je n'ai jamais dit que c'est une sortie ordinaire, mais j'ai dit que c'est une activité ordinaire. Nous sommes tenus par le temps. Focus à présent sur l'actualité à caractère d'extranéité interactif. Et je reviens à vous, Stanislas Amoa, au Mali. C'est une décision qui suscite une vive polémique. Le président de la transition, Assimi Goïta, a annoncé la suspension de tous les partis politiques et associations à caractère politique. C'est une décision qui a été prise par la junte au pouvoir et qui est justifiée par des raisons d'ordre public visant à maintenir la stabilité et la sécurité sur le territoire national. Oui, en fait, je me demande si c'est à l'heure actuelle que Assimi Goïta s'est rendu compte qu'il y avait menace à la sécurité publique et voilà, et qu'il veut vraiment se préoccuper de la sécurité des Maliens. Depuis qu'il est là, il ne s'est-il pas rendu compte que la sécurité des Maliens était menacée? Ne s'est-il pas rendu compte que les activités politiques pouvaient quand même mettre en mal un certain nombre de choses? Qu'est-ce que ça cache? Ce sont là des questions que je me pose depuis que j'ai suivi ça. Et déjà, j'ai suivi dans la foulée que, en tout cas, les formations politiques ne sont pas d'accord, même les acteurs des médias, parce qu'il est même interdit aux acteurs des médias de couvrir les activités politiques. Ces derniers ne sont pas d'accord. Et je suis d'accord avec le fait qu'ils ne soient pas d'accord, parce que ça n'est pas logique dans un régime qui est là depuis un moment et qui devrait même songer à quitter, à organiser les élections, parce qu'on parle de gouvernement de transition. Donc, je pense que le régime d'Assimi Goïta devrait songer à se préoccuper des questions vitales, existentielles, c'est-à-dire le bien-être des populations maliennes. Ils sont venus au pouvoir, qu'est-ce qu'ils proposent comme alternative? Combien de temps leur reste-t-il? Comment organiser les élections pour que les civils reviennent au pouvoir? C'est de ça qu'il est question, et non d'interdire les activités politiques. Et cela est venu renforcer le scepticisme de ceux-là qui estiment que, bon, voilà, la transition est partie pour durer encore des lustres. C'est une transition qui devient kilométrique. Voilà, elle devient kilométrique et certains observateurs n'en peuvent plus. Et donc, quand on interdit les activités politiques, c'est une manière de dire, bon, c'est nous qui sommes là et donc vous n'avez pas votre mot à dire. J'estime que je ne vais pas dire que c'est forcément de la dictature, comme certains ont au fait de le qualifier, mais ce n'est pas loin de ça. Ce n'est pas loin de ça. Quand ils ont pris le pouvoir, ils ont suscité un espoir au niveau des Maliens. Ils gagneraient à renforcer cet espoir-là, à travailler pour le bien-être des Maliens, plutôt qu'à interdire des activités politiques. Donc pour moi, vraiment, ce n'est pas du tout le moment d'agir ainsi. Ils gagneraient à se raviser parce que, voilà,
il y a un adage qui dit que seuls les imbéciles ne changent pas. Donc, il gagnerait justement à revenir sur sa décision, à permettre les activités politiques. On peut les encadrer, mais les interdit aussi aux médias de les couvrir. Je pense que ça ne fait pas bien. Augustin Sodinou, pour les observateurs avertis, la démocratie malienne est en agonie. Les organisations de la société civile et celles de défense des droits de l'homme l'ont attelé. Elles y voient une certaine atteinte à la liberté d'expression et à la participation politique. Alors, à votre avis, est-ce un moyen pour la junte de renforcer son emprise sur le pays? Ah non, pas un moyen pour renforcer son emprise. C'est un aveu d'échec. Un aveu d'échec patent, en ce sens que c'est librement que la junte au pouvoir avait déroulé un échéancier, en fait, avait donné une échéance, et aller jusqu'à suspendre les partis politiques. Et les associations, des activités politiques, mais c'est extrêmement osé. C'est comme si ces militaires qui viennent aux affaires se disent qu'ils n'ont plus de limites tant qu'ils peuvent affermir leur pouvoir et finalement nous nous rendons compte qu'il faille renforcer le système démocratique partout que de chercher les raccourcis où les gens prennent les armes, ils prennent le pouvoir. Il faut renforcer la démocratie. Il faut que ceux qui sont chez nous ici au Bénin, qui applaudissent souvent ce qui se passe dans les pays voisins pour jeter de l'opprobre sur la position légitime, objective du Bénin, tirent leçon de ce qui se passe là actuellement. Car l'avenir du Mali, l'avenir des Maliens aujourd'hui est sombre. Pensez-vous encore des velléités d'éternisation de la junte au pouvoir? Oui, ça se voit clairement. Et puis, pour répondre à la question que vous posiez à Augustin, si la démocratie malienne est en agonie, c'est en agonie depuis le coup d'État. Parce que vous avez renvoyé un président démocratiquement élu. Donc la démocratie était déjà en difficulté au Mali à la veille. Et donc c'est la suite logique de ce qui était arrivé depuis ce coup d'État. Je ne comprends pas comment on peut mettre la stabilité et la sécurité sous le coup des activités politiques dans un pays. Je ne comprends pas. Donc j'ai l'impression que la junte au pouvoir a découvert le bon côté du pouvoir et ne veut plus partir. Alors qu'on parle de transition? Voilà, donc une transition qui ne devait pas aller jusque-là, là où ça fait un moment qu'ils sont là et ils doivent travailler à quitter le pouvoir parce que les militaires, on leur place dans les casernes et on leur place sur les terrains de défense et de sécurité de nos nations. Leur place n'est pas forcément au sommet de l'État, entre parenthèses. Mais ce qu'on est en train de voir au Mali, c'est la preuve palpable que ils ne sont pas prêts à revenir à l'ordre normal, à l'ordre constitutionnel. Ils ne sont pas prêts à reprendre leur démocratie en main. J'ai l'impression que la junte a trouvé quelque chose de sucré, de doux dans le pouvoir. Et donc, il faut compliquer les choses. Il faut enfoncer davantage la démocratie pour pouvoir s'éterniser un peu plus. Et je pense que c'est dommage. On ne peut pas suspendre les partis politiques. Ça veut dire qu'on a suspendu l'animation de la vie politique dans un pays. C'est un peu difficile à croire. Et je pense que je ne sais pas s'il faut demander encore à la CEDEAO ou à l'Union africaine de se lever encore pour aller tenter une médiation. Sinon on est en train d'aller vers une situation de plus en plus compliquée au Mali et ce sont les Maliens qui vont payer le lourd prix parce que la situation n'est pas prête à finir de sitôt. Merci à vous. Dernière ligne droite de l'émission, Potin de la Toile. Et puis sur la toile cette semaine, les internautes et mélomanes se réjouissent de la réconciliation de 3 artistes chanteuses béninoises, Oloua Kemi, Pélagie la Vibreuse et aussi le torchon a longtemps brûlé entre elles. On a eu des témoignages et puis bon, elles ont fini par fumer le calumet de la paix. Stanislas Amoa, je vous sais, journaliste culturel, vous qui êtes souvent dans les coulisses avec les artistes. Alors dites-nous un peu de quoi tout ça recule. Bon, non, disons déjà que c'est heureux de voir quand même des artistes qui longtemps ont été rivales dans le métier, peut-être rivales ailleurs, mais rivales dans le métier, au vu au su de tous, se réconcilier. Moi, je voudrais voir les actes qui vont suivre, parce qu'on sait, en tout cas, moi je sais quand même que
Oluwakemi, Dossi et puis Pélagie la Vibreuse, ce sont des artistes de notre pays qui, à un moment donné, depuis une dizaine d'années, ne se sont pas forcément entendus. Et la brouille est partie d'une affaire de production, en tout cas le producteur de X qui a produit Y et X qui n'était pas forcément d'accord. Et dans la foulée, il y a eu, voilà, vous savez que partout où il y a des hommes et des femmes, eh bien voilà, il y a des sentiments qui naissent, des amours aussi, et donc tout cela mélangé a fait que chacune d'elles avait pris ses distances. Et quand moi j'ai vu justement circuler un peu sur la toile leur réconciliation, j'ai échangé avec Oluwakemi, qui m'a dit que pour le moment, oui, que c'est ça. Elles se sont entendues, mais que pour le moment, elles ne voudraient pas se prononcer sur la question. Elle me dit qui et qui ont travaillé dans l'ombre pour que cela soit. Et moi, je lui ai dit ceci. Je lui ai dit, je voudrais que ce ne soit pas une farce, que ça ne soit pas juste un coup sur la toile et que ça soit réellement une réconciliation assez profonde. Parce que ce qu'on oublie souvent, c'est que un problème mal réglé est un problème déplacé. Si vous réglez mal un problème, c'est que ça vous attend au tournant dans les prochaines semaines, dans les prochaines années. Donc, moi, je leur souhaite, telles qu'elles sont apparues sur les photos, toutes souriantes, que cela aille vraiment au fond et que les personnes d'hier qui ont été au centre de leur polémique ne soient plus là et qu'elles fument réellement le calumet de la paix. Parce que dans tout groupe, il y a toujours des dissidences, il y a toujours des difficultés. Mais quand après des années, on s'assoit, on se dit, bon, il faut qu'on règle les problèmes parce que vous n'avez pas idée, il y a de fortes personnalités du showbiz béninois qui sont intervenues justement pour que cela se règle. Il y a même dans le sérail politique certaines personnes qui aiment bien ces artistes-là, qui ont voulu qu'elles se parlent, qu'elles travaillent d'un commun accord. Donc, si tout cela a été mis ensemble, c'est que ça passe réellement de nouveau. Et on sait que très souvent, les querelles des femmes, c'est des choses qu'on n'oublie pas, ce sont de petites bruits. Donc moi, je leur souhaite véritablement, je le lui ai dit, mais je le dis aussi à la face du monde, que ça soit vraiment des querelles enterrées pour de bon, que cela ne ressurgisse pas, parce que les fans n'ont pas forcément besoin de savoir que vous avez des problèmes, mais ils ont besoin de consommer votre musique. Et ces artistes-là, qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui font la fierté de notre musique, de notre culture à l'extérieur, et il est important qu'elles s'entendent entre eux. Elles n'ont pas forcément besoin de s'aimer outre mesure, mais de s'entendre pour porter haut l'étendard de la femme chanteuse béninoise. Alors, on sait qu'il y avait une discorde entre Kemi et Pélagie et une autre discorde entre Dossi et Kemi. Oui, alors, tout à fait. Augustin Sodinou, vous avez suivi un peu cette actualité sur la toile. Oui, c'est une bonne nouvelle que ces chanteuses nationales puissent fumer le calumet de la paix. Mais il reste une étape. Parce que les fans ont manqué leur musique pendant tout un temps. C'est-à-dire, c'est une perte de temps pour des questions de production et de reproduction qu'on puisse priver les fans de la musique, que les gens arrivent à prendre le domaine de leur travail plus au-dessus de ces questions de la nature animale de l'homme. C'était pas bien. Ce qui reste là, c'est qu'elle présente des excuses aux fans et qu'elle promette ne plus retomber. Donc j'épouse très bien les analyses de Stanislas en disant qu'elle promette de ne plus retomber si bas et que les questions de production et de reproduction restent dans leur laboratoire. Prosper, vous dites encore? Ben, moi, je ne vois du tout pas quelque chose d'alarmant ou d'inquiétant, quelque chose d'important dans ce que vous appelez réconciliation. Dites-moi que, comment on les appelle, les sœurs Teriba se sont réconciliées. Je vais vous dire bravo, parce qu'un groupe sur le point de se casser s'est réconcilié. Parlez-moi des frères Guédengue qui se sont donné des coups, qui sont revenus à la même table pour continuer à produire leur style de musique. Je vais vous dire c'est beau, mais vous me dites que Kemi, Pélagie et Dossi se sont réconciliés. Je ne sais pas ce que ça va apporter à la musique béninoise. Je me trompe peut-être, mais je ne sais pas ce que ça va apporter parce que chacun a toujours évolué dans son style musical. Chacun a toujours évolué dans son coin. Et Kemi a toujours produit sans Pélagie, Pélagie a toujours produit sans Dossi, et ainsi de suite. Donc, moi particulièrement, je ne vois pas ce qui est alarmant
ce qui doit faire la toile, ce qui doit faire l'actualité sur les réseaux dans cette affaire de réconciliation. Ce n'est pas un groupe qui se réconcilie. Ce sont des artistes du pays. Au-delà de la fraternité, au-delà de la sororité que nous devons promouvoir, je ne vois pas ce qui est important dans leur mise ensemble. Et je ne sais pas ce que ça va apporter que Stanislas, qui est un spécialiste des questions culturelles, me dise oui, quand les artistes du pays parlent le même langage, ça apporte quelque chose de plus. Si ce n'est pas le cas, moi je ne vois pas. Ce sont des artistes, chacun dans son coin. Vous prenez par exemple, quand vous allez dans les pays où ça se fait de mieux, la Côte d'Ivoire ou le Nigeria, Yemi Alade, on me dit que Yemi Alade et Chidima se mettent en bras de fer et qu'après les deux se réconcilient, ça ne change rien à la musique nigériane. Didier Arafat, c'est votre avis, Prosper Vondiankor. C'est une réconciliation. On vous le concède. C'est une réconciliation des sœurs qui, moi, particulièrement, ne va rien apporter à la musique béninoise. Les trois vont continuer à évoluer dans leur monde et la musique béninoise va continuer à grandir. Merci à vous et ce sera tout pour Club Média 7 de ce dimanche. Je le rappelle, j'ai reçu Stanislas Amoah, journaliste, directeur de l'information et des programmes à PIS FM. Merci. Merci pour l'invitation aussi. Augustin Sodinou, analyste politique, merci à vous. Merci à vous aussi. Prosper Vondiankor, journaliste, rédacteur en chef adjoint de Cap FM, merci. C'est un plaisir. Merci à toute l'équipe de préparation et de réalisation de cette émission. Merci à vous aussi, chers amis téléspectateurs. Je me retire pour un mois de congé. Je vous laisse en compagnie de Alain Sochoumen à partir du dimanche prochain. Prenez soin de vous.